Bienvenue sur EMI, le podcast Be My Media pour éduquer aux médias et à l'information. Alors que l'information n'a jamais été aussi accessible, s'informer n'a jamais été aussi complexe. Entre fausses informations, filtres technologiques et surabondance d'actualité, il n'est pas toujours facile d'y voir clair, pour les jeunes comme pour les adultes. C'est pourquoi nous vous proposons de décrypter, avec nos invités, les grands enjeux de l'éducation aux médias et à l'information. Mais aussi de partager avec vous les clés théoriques, méthodologiques et pratiques pour accompagner vos publics vers une pratique plus éclairée de l'information. C'est parti! Eh bien, bonjour David, bienvenue dans le podcast Be My Media. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Bonjour. Permets quelques mots d'introduction avant de vous proposer évidemment de vous présenter. Depuis 15 ans, 20 ans maintenant, Internet, successivement, les réseaux sociaux, l'IA ont bouleversé très régulièrement le monde de l'information et nos pratiques informationnelles. Au fil de cette histoire, finalement récente, mais quand même importante, ces évolutions ont creusé un paradoxe profond. Alors que l'information n'a jamais été aussi accessible, il n'a finalement jamais été aussi complexe de s'informer. L'information s'est trouvée de plus en plus largement disponible à mesure que le système médiatique s'est complexifié, jusqu'à constituer aujourd'hui un véritable brouillard informationnel. En réponse à cette situation, nous croyons chez BI Media, c'est notre mission, que l'éducation aux médias et à l'information doit donner à tout un chacun les clés pour appréhender cette complexité. Et c'est vrai que cette complexité aujourd'hui, elle a pour grande partie, pour origine importante, le numérique, toutes ses dimensions, toutes ses aspérités. Et c'est pour justement parler de ces enjeux du numérique pour l'information qu'on a proposé de vous recevoir aujourd'hui et que vous l'avez accepté avec plaisir. Et encore une fois, nous vous en remercions. Pour débuter, je vais vous proposer de vous présenter, aussi de nous présenter la Villa Numéris. Merci à vous pour votre invitation et votre accueil. Mon nom est donc David Lacomblède. Je dirige un think tank que j'ai créé, la Villa Numéris, qui promeut un modèle européen du numérique, c'est-à-dire ouvert, interopérable, pérenne, qui affirme la primauté de l'humain, avec des travaux en matière d'intelligence artificielle et de data pour simplifier la vie des entreprises sur un continent où il y a beaucoup de réglementations, beaucoup de taxes aussi, c'est dans l'actualité. Un angle sur la fabrique de l'opinion et la préservation de la liberté d'expression, dont on s'adresse aux citoyens, et un axe de travail sur l'écologie de soi-même, autour des individus, pour leur rendre la vie meilleure en matière de santé, de bien-être, de mobilité ou de travail. Je suis journaliste de formation. J'ai dirigé l'antenne et les programmes des portails Wanadoo. C'est vous dire si ça commence à dater un peu cette affaire devenue Orange, dont j'ai eu la chance ensuite d'être le directeur délégué à la stratégie des contenus et à sa diversification dans le cinéma, dans la télévision notamment. Et j'ai quitté ce groupe il y a 8 ans, en 2016, pour donc développer la Villa Numéris. Je précise également que j'ai la chance de présider le conseil d'administration d'une grande école de la communication et de l'information qui s'appelle le CELSA Sorbonne Université et qui est au cœur des enjeux, bien sûr, de la formation initiale, mais aussi de la formation continue, parce qu'on le voit bien, aujourd'hui, il y a une nécessité absolue de rester à niveau. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, quand on parlait d'Internet et de ces transformations successives en site web, puis portail, puis réseaux sociaux, puis vidéo, puis aujourd'hui l'intelligence artificielle, de se maintenir à niveau, effectivement, et donc d'apprendre tout au long de sa vie. Merci beaucoup pour ces propos introductifs. Pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, heu, un grand jeu finalement auquel on est confronté, auquel les publics, les professionnels, les enseignants, les formateurs heu, avec lesquels on travaille sont confrontés quotidiennement, c'est cette compréhension de ce qu'est finalement le numérique, de comment il fonctionne et de ses différents modèles. Aujourd'hui, Google, Meta, Instagram, TikTok et cetera sont vraiment imposés et vous avez commencé à nous présenter comme des carrefours absolument inévitables pour s'informer, mais aussi pour informer une audience plus ou moins large. Nous avons mené l'année passée à Be My Media, nous avons conduit un baromètre sur l'information des jeunes à partir de
de l'analyse, des données de nos plateformes, qu'on a complété avec un sondage, mené par l'Institut Cluster 17, donc sondage sur l'information des jeunes en France, dans lequel on avait caractérisé sur ce sujet-là, ce carrefour, informationnel, que 94 pardon, des 18-24 ans interrogés, affirmaient s'informer via les réseaux sociaux. Principalement, ce phénomène, il touche pour autant toutes les générations puisque, sur la tranche des 65 ans et plus, on avait tout de même 50 des interrogés qui nous disaient, utiliser ces canaux pour leur information. Concrètement, du coup, première question que je vous pose, heu, que sont, ces algorithmes, qui sont à l'origine du fonctionnement de toutes ces plateformes, qui constituent le socle, l'un des socles en tout cas de notre information? Alors les algorithmes, ça reste un outil. C'est une recette, en quelque sorte, qui, sur les réseaux sociaux comme sur les moteurs de recherche et dans toutes vos applications et de plus en plus, trie, classe, sélectionne ce que vous voyez et devine ce que vous aimez et vient flatter vos goûts. Et c'est là où il y a un changement, de paradigme, très fort. C'est que historiquement l'information était donnée de la même manière pour tous et aujourd'hui elle est individualisée en fonction de ce que vous aimez, de ce que vous préférez et l'information que vous recevez ne sera pas exactement la même que votre voisin et c'est bien là une difficulté et si cela est possible, si, les solutions d'intelligence artificielle comme les réseaux sociaux se développent autant, c'est que les données, pour ce faire sont disponibles. Les solutions d'intelligence artificielle, sont des technologies très anciennes qui ont, plus de 70 ans. Elles datent du lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, sauf qu'elles n'étaient pas utilisées parce qu'il n'y avait pas le carburant, pour cela et le carburant, c'est, les données que vous postez vous-même, tout au long, de vos journées à tel, le petit poucet qui met quelques pierres, derrière lui et que l'on retrouve assez facilement. On ne vient pas vous les voler nuitamment. C'est bien chacun, qui les dépose. On lui laisse la possibilité d'ailleurs, du consentement, sur chaque site web, de laisser ou non ses cookies. La réalité, c'est qu'on passe outre et on les laisse, parce qu'on voit bien aussi la commodité, que cela, permet dans le service que l'on vous rend, ne serait-ce que pour pas, s'authentifier, à chaque fois que vous venez. Mais, effectivement, ça permet aussi de savoir, ce que vous allez apprécier et donc de flatter, ce goût, de savoir même avant, vous-même ce que vous venez chercher. C'est Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, qui dit: «Je sais, ce que vous allez acheter sur mon site avant même que vous ne le sachiez vous-même». On commence à mettre le doigt, effectivement, on a ouvert notre échange, en parlant aussi d'accessibilité de l'information. Là, on commence à parler de commodité, effectivement, de nombreux services rendus, par toutes ces plateformes, mais pour les acteurs du numérique, du coup, qui les mobilisent, qui les utilisent, comme fondement, finalement, du fonctionnement de leurs outils, de leurs services, quels sont aussi pour eux, concrètement, les usages des finalités, probablement économiques? Oui, économique, mais aussi de vous rendre, un service, dans une économie qui reste celle de l'illusion de la gratuité. Puisque la plupart de ces services très efficients, très efficaces, sont rendus, pour la plupart, gratuitement. Et donc effectivement, il y a lieu, pour, ces marques et ces grandes sociétés de faire fructifier, leurs investissements et sur des modèles, essentiellement, publicitaires quand ils relèvent, des médias et par abonnement, dès lors qu'ils passent sur des solutions d'intelligence artificielle puisque c'est la grande nouveauté et pour la première fois depuis longtemps, des services arrivent à être vendus en ligne, ce qui n'était pas le plus mince des exploits. Il faut bien voir que toutes les plateformes utilisent, des algorithmes, pour finalement, mieux vous accueillir, mais aussi mieux capter votre attention et vous retenir. Il y a cette bataille de l'attention et il suffit d'aller sur un réseau comme TikTok pour s'en rendre compte. C'est un réseau particulièrement addictif qui arrive à vous scotcher des heures quand on regarde, les mesures, d'audience et avec, des vidéos très courtes, et pas forcément toutes d'une qualité, extraordinaire en termes d'élévation, des esprits et de l'éducation. Et c'est en cela et pour bien comprendre comment peut fonctionner un algorithme, certainement celui de TikTok aujourd'hui est le plus fin parce que d'un clic, d'un mot, choisi,
Finalement, il dresse un portrait assez rapide de vous-même et de ce qu'il décèle être, vos goûts, et pour mieux venir effectivement, une fois de plus, les flatter. Mais, une plateforme comme Netflix, est passée maître également dans l'art, de vous proposer, des top 10 dont ils pensent qu'ils devraient correspondre à vos goûts. D'ailleurs, il faut bien voir que le top 10 des films, suggérés, varie d'un utilisateur, à l'autre et que le top 10 qui m'est proposé ne va pas être le même, que vous. Donc il y a une petite, entorse peut-être, sur les termes, choisis et qui laisse à penser que ce serait, la masse de ceux qui le regardent alors que ce n'est que l'individu. Et si Netflix est aussi bon aujourd'hui, dans, son algorithme et dans la prédiction et dans, la présélection qu'il vous fait, c'est, à cause, d'une problématique très matérielle et historique qu'ils avaient. Il faut bien voir que Netflix, est une société très ancienne puisqu'elle est née avant, elle est née au XXe siècle et qu'à l'origine, elle distribuait des DVD. Et DVD, qui dit DVD dit nombre fini. Et leur problématique était de vous délivrer, en 24 heures le DVD chez vous, mais si vous arriviez le 11e et qu'il n'y en avait que 10 pressés, ben, ils ne pouvaient pas vous le servir. Donc ils ont développé un moteur de recherche suffisamment fort pour vous dire: «Désolé, on n'a pas ce DVD, mais puisque vous l'avez choisi, sachez que tous ceux qui l'avaient commandé et l'ont vu ont adoré ces autres films». Et c'est ainsi qu'ils ont développé, un algorithme finalement assez fin, susceptible, de vous servir et donc on voit bien que le matériel peut servir aussi, le virtuel, en l'occurrence. Et donc il y a une bataille effectivement sur les données, sur, la connaissance très infime, quasiment charnelle d'ailleurs, que l'on peut avoir, parfois avec, ces outils pour, mieux vous aiguillonner, pour mieux vous aiguiller avant de vous aiguillonner d'ailleurs et vous guider, dans les choix, que vous faites ou que vous pensez faire. Et alors finalement, on le voit avec ces premiers échanges, que ces algorithmes et plus largement finalement le fonctionnement, le design même de ces plateformes, de ces services numériques, sont absolument, importants, dans notre pratique informationnelle et dans les usages, qu'on a aujourd'hui de ces plateformes. Pourquoi, semble-t-il être encore mal compris, du grand public? Pourquoi, les professionnels, nous-mêmes parfois en tant que parents, ce sont des enjeux qui peuvent paraître encore complexes à appréhender. Alors finalement, comme vous le dites, ça fait 5 ans, 10 ans, qu'ils sont au cœur de encore une fois de nos usages, et au-delà de ce pourquoi, quelles premières actions, quelles premières solutions, peut-on, proposer pour accompagner cette, compréhension? La technologie est complexe, par nature. Effectivement, on est un peu sorti de l'utopie du début du web, où on était dans une coolitude affichée et finalement, quelque chose d'accessible et des outils relativement, heu, abordables, pour que chacun puisse, les prendre, en compte, que les médias puissent avoir une fenêtre, supplémentaire dans la distribution des contenus et on s'est vite, rendu compte que, la manière dont le web était organisé, contribuait au contraire à la fragmentation, des audiences et qu'il fallait être au rendez-vous à chaque carrefour, de cette audience et de la suivre tout au long, de la journée. Parce que, chaque utilisateur a en moyenne, 7 terminaux, chez lui, qu'il se réveille en éteignant son réveil sur un iPhone, ça fait cher de réveil matin, mais qu'on veut qu'il réponde à l'usage qui en est fait au moment où je l'ai entre les mains et donc je lis, un livre sur mon téléphone, j'écoute la radio sur ma montre, je regarde mes mails sur ma télévision et les outils que j'utilise n'ont pas été fondamentalement faits pour ça à l'origine, mais ont dû être adaptés. Et si vous êtes éditeur, vous devez être présent sur chacun d'entre eux et sur, chacun des systèmes d'exploitation et à chaque fois, vous rajoutez finalement un coût supplémentaire pour être au contact de votre audience et donc l'outil, quasi gratuit qu'on vous avait promis, finit par vous coûter très cher pour toucher une audience, morcelée, certes qui peut être mondiale, mais qu'il faut aller, chercher à chaque carrefour, de sa vie. Ça, c'est le premier écueil. Le deuxième, c'est que chacun est devenu des rédacteurs en chef de sa propre vie.
Il est facile de prendre la parole sur des réseaux sociaux. Faut-il encore aller chercher une audience? Mais pour peu que vous ayez votre propre ligne éditoriale, vous pouvez la gagner et vous vous retrouvez pour des médias en confrontation directe avec vos propres utilisateurs. C'était quand même plus simple hier quand il y avait les émetteurs, les sachants et les récepteurs qui étaient là pour apprendre. Aujourd'hui, vous vous retrouvez dans cette confrontation permanente. Et le plus sûr moyen de voir que chacun est devenu un rédacteur en chef de sa propre vie, c'est qu'ils ont pris les tics et les habitudes d'un média. Et la première chose qu'ils font, c'est quand même de comparer leurs audiences. Ma photo a fait tant de likes, tant de transferts, et ce sont vraiment des réactions de médias. Et donc, il y a aussi une course médiatique qui est engagée pour tenter de faire toujours mieux, d'aller plus loin et avec une difficulté qui est la même que les médias ont connue dans la maîtrise de l'information, dans le fait de ne pas la rendre plus clinquante qu'elle ne l'est, mais parce qu'on sait aussi que ça peut attirer des audiences. Et les individus, finalement, se retrouvent exactement dans la même situation, alors que tous n'y ont pas été nécessairement préparés. Et j'en reviens aux sources de l'information que vous citiez tout à l'heure. Effectivement, les réseaux sociaux contribuent fortement aujourd'hui à la manière de s'informer et en particulier pour les plus jeunes, mais ce n'est pas une raison suffisante pour leur faire confiance. Et quand vous regardez les baromètres d'information, je pense à celui de Verian pour La Croix, dans le baromètre annuel que ce journal fait sur la confiance des Français dans l'information. Certes, les outils du numérique et les réseaux sociaux sont très hauts dans la propagation de l'information, mais ils sont très bas dans la confiance. Et c'est là où on a un paradoxe et une difficulté supplémentaire, c'est qu'en revanche, j'accorde ma confiance très forte dans mon réseau, dans mes amis, dans ma famille, en oubliant parfaitement au passage d'ailleurs que je les suis sur les réseaux sociaux. Donc j'ai confiance dans des personnes qui s'expriment sur des réseaux dans lesquels je n'ai pas confiance. Et si ces personnes commencent à raconter n'importe quoi, ça va me sidérer, ça va me faire rigoler et je vais le transférer joyeusement, oubliant au passage que je donne la confiance qui est la confiance qu'ils ont dans ma personne et pas nécessairement dans le réseau social et qui emporte finalement la confiance. Et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui dans une situation, tout à l'heure vous parliez de brouillard informationnel, qui fait que vous avez une sorte de goutte d'eau qui se transforme en boule de neige parce que effectivement, j'ai accordé ma confiance à une information qui ne le méritait pas et parce qu'elle m'a sidéré, parce qu'elle m'a amusé, j'ai besoin finalement de me libérer de la charge qu'elle a fait naître en moi et je la transfère au reste du monde et à mes amis, ma famille en premier. Parce que l'information que j'ai vue et qui était un peu rigolote, j'ai bien vu que c'était pas une vraie information, on ne me la refait pas. Heu, mais au passé et je pense que mes amis et ma famille vont être aussi sensés que moi dans son appropriation, mais au passage, effectivement, j'ai effacé la source originelle de cette information et in fine, je lui ai donné une véracité qui fait qu'elle bataille aussi avec des images vraies et qu'elle va se propager autrement plus rapidement que les informations vraies. Il y a eu beaucoup d'études, je pense à celle du MIT notamment, montrant que les fausses informations se propagent autrement plus rapidement que des informations véridiques. D'où l'importance et la nécessité de renforcer une véritable culture de la source, chez tout un chacun. C'était l'objet du 1er épisode, de ce podcast Be My Media, pour avoir des grands repères permettant de faire la différence dans ces pratiques informationnelles entre, un journaliste, un influenceur, son voisin, son cousin, dans toute leur diversité, la réalité de leurs pratiques effectivement. Et c'est là où les marques d'information traditionnelles ont porté des efforts majeurs et les marques de caution d'une information de qualité, même si je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas vérifiée et qui a mis en œuvre un travail intellectuel suffisant pour vérifier les informations, les écrire et les porter. Il faut bien voir que les marques de référence aujourd'hui dans l'univers du numérique étaient des marques qui existaient déjà avant et qui étaient référentes dans leur univers. Donc il y a cette caution-là. Est apparu des vigies également du numérique
mais avec une difficulté, c'est qu'on a chacun nos vigies et si vous commencez à faire confiance à une vigie, qui est, suspecte, bah, c'est pas de chance, mais effectivement, vous allez être embarqué finalement dans un discours, qui va, commencer à partir un peu en vrille et on voit bien les phénomènes, de pseudo-sciences, de complotisme, de haine qui se sont, développés au cours, des dernières années. C'est en cela que les solutions d'intelligence artificielle viennent percuter, l'information. C'est que jusqu'à présent, on pouvait, pour des personnes, malfaisantes ou qui voulaient agir à des fins mercantiles ou idéologiques, elles pouvaient agir, sur la distribution de l'information en tentant de se faire passer pour, ce qu'elle n'était pas, en tentant, de créer des matchs sur les réseaux sociaux et souvent en gagnant ces matchs, parce que, la résonance était telle, que, effectivement des thèses de pseudosciences l'emportent souvent, sur, des thèses, de scientifiques qui ont passé du temps et à venir, le défaire, mais c'est moins sensationnel, donc ça emporte moins, l'audience et l'adhésion. Avec les solutions d'intelligence artificielle, s'ouvre pour ces personnes malfaisantes, finalement, un accès inespéré à la source même de l'information qui peut vous permettre de venir non pas trafiquer cette source de l'information, mais par le récit que vous allez lui donner, de venir, changer, le récit, le narratif de cette information et c'est là où vous avez un défi, inouï, pour, des démocraties en particulier, pour des porteurs de systèmes de valeurs ou, des éditeurs, de services d'information, de veiller malgré tout à tenir un récit, de l'information. Je m'explique. Il faut bien voir que les, solutions d'intelligence artificielle puisent, leurs connaissances dans de vastes, bassins d'entraînement, les bassins, d'entraînement et les LLM, qui puisent dans la mémoire, de l'humanité qui se concentre dans le web. Vous avez des grandes fondations, je pense à Common Crawl par exemple, qui ratissent, les fonds du web régulièrement et qui vont aussi bien, y pêcher, des articles de très grande qualité pour peu qu'ils soient accessibles, des livres, donc la mémoire de l'humanité, mais aussi, les notices des médicaments de la pharmacie qui est au coin de la rue, mais aussi 25 ans, de Skyblog et si vous ne laissez que les Skyblog ou les notices, de pharmacie en français, est-ce qu'on est prêt à ce que, l'image, de la culture et du français ne soit que celle-là? Très certainement que non. Mais si vous voulez que l'image, de notre culture, soit celle aussi de notre littérature, des articles, de presse qui ont été publiés, il va bien falloir payer, les porteurs de droits et ceux qui les ont écrits. C'est bien toute la difficulté et l'enjeu, du moment. Comment vous êtes présent dans les bassins d'entraînement, tout en rémunérant les ayants droit, qui ont contribué à les enrichir. Et c'est là où on a un enjeu majeur, et un débat à créer entre, des créateurs, et des auteurs, d'un côté et des solutions dont on a intérêt finalement à ce qu'elles soient porteuses de notre culture, parce que si elles ne le sont pas, c'est une partie de notre culture qui va s'effacer. Faut pas être, grand clair pour deviner que les Inuits vont avoir une difficulté pour, porter, leur culture s'ils ne sont pas présents dans les solutions d'intelligence artificielle. Si vous regardez l'exemple du Japon, il est intéressant. Les Japonais ont plutôt dit: «Venez vous servir, messieurs les IA, c'est open bar», parce qu'effectivement, en dehors des Japonais, il y a assez peu de personnes sur la terre qui parlent, japonais et donc s'ils ne sont pas présents dans ces bassins, c'est un risque majeur pour que leur culture ne soit pas portée dans des bassins d'entraînement et donc s'efface ou s'étiole au fur et à mesure. Et avec le risque d'ailleurs même pour ces IA de toute façon de s'enfermer, au bout d'un certain temps, dans une seule, vision du monde et avoir, plusieurs auteurs analystes qui Que viser et parce qu'elles ont aussi la capacité à s'enfermer, parce qu'elles ont aussi une capacité à inventer. Une IA a toujours une réponse à vous donner et si elle ne l'a pas, elle va l'inventer.
Et donc régulièrement sont pointés ces errements et c'est là où il y a un enjeu majeur pour ceux qui font, profession, de transmettre, les savoirs, notamment vis-à-vis de jeunes publics, qui n'ont pas encore été suffisamment, éduqués, qui, ont peut-être un résumé, à faire, d'un livre et parce que le livre aura été, que partiellement, aspiré dans ces IA, va inventer la fin et sans même, que, l'utilisateur, s'en rende compte, sauf au moment de son rendu final, où, il va provoquer les rires de la classe et la colère de son enseignant qui lui attribuera en toute logique une mauvaise note pour ne pas avoir, pris le dessus sur, la machine. Et c'est là où le rôle de l'enseignant est majeur, me semble-t-il, dans la prise en main, des outils et dans l'accompagnement, demain. Parce qu'il faut bien voir que c'est la somme des connaissances de l'humanité n'a jamais été aussi grande qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et c'est tout le paradoxe de notre époque, d'un monde qui semble perdu, sans repère et sans boussole. Et donc c'est pas parce que vous avez la somme de ces connaissances, qu'elle est accessible. Il faut un bibliothécaire dans la bibliothèque, d'Alexandrie et c'est en cela que les professeurs et les enseignants ont un rôle majeur à jouer, me semble-t-il. C'est certain, en tout cas, on est, plus que convaincus, et justement, est-ce que vous auriez un conseil, à donner, à ces finalement passeurs de cette boussole, ces bibliothécaires, ces formateurs, ces enseignants, heu, pour accompagner, cette prise en main, éclairée peut-être avec plus de discernement, de ces outils d'IA, tous les jeunes qui s'accompagnent aujourd'hui? Bah, sans doute faut-il y passer du temps, ne pas les interdire, parce que la réalité est que les outils sont déjà pris en main, d'intelligence artificielle, par des élèves, mais aussi par leur famille et c'est là où d'ailleurs peut naître, une inéquité, dans un pays qui est pourtant attaché à l'égalité. Parce que, bah, si vous avez une famille qui a la capacité d'accompagner son enfant, parce que les parents seront disponibles et parce qu'ils ont les moyens de payer un abonnement à 20 € par mois, effectivement, tout de suite, vous donnez un avantage à un certain nombre d'élèves, par rapport à leurs petits camarades qui n'auront peut-être pas les moyens économiques et qui n'auront peut-être pas l'accompagnement. Et c'est en cela que interdire les outils, me semble, illusoire et qu'au contraire, il faut, les prendre en main, mais les prendre en main de la même manière, pour tous et les accompagner. Et donc, effectivement, que les enseignants, mais que les parents aussi, acceptent, de rentrer dans ces outils pour mieux les comprendre, pour mieux, les prendre en main et pour voir comment ils peuvent aussi aider, peut-être parfois à individualiser, l'apprentissage, des savoirs. Comment ils peuvent, non pas servir, des savoirs, de manière, indigeste et superposée, mais au contraire, comment, créer un peu de ludique, des jeux et on sait bien que tous les élèves ne sont pas placés au même, dans les mêmes dispositions, d'accueil, de ces savoirs. Certains, se réveillent parfois sur, le tard, parfois certains ont besoin, d'une entrée, différente dans ces savoirs et c'est là où la technologie peut peut-être permettre, d'avoir une réponse individualisée. Au-delà, de les prendre en main, de les comparer également, de comparer, les sources et d'aller voir ce qui se passe derrière le rideau. Je ne dis pas que c'est facile, mais effectivement, quand on achète une voiture, on se soucie finalement assez peu de la manière dont le moteur, fonctionne, mais là, on est sur, quelque chose qui nécessite de le faire. Il y a des outils qui permettent aussi de simuler, des algorithmes. C'est effectivement, ça demande une prise en main, ça demande un peu de temps et mais je pense que c'est un temps, utile pour mieux comprendre et voir comment, ça peut libérer finalement du temps d'enseignement, à la fin pour les enseignants et pour les élèves. Je voudrais revenir, sur, le paradoxe, que vous avez, soulevé tout à l'heure et dont je voulais vous parler justement, encore une statistique de ce baromètre de l'information des jeunes en France qu'on a fait l'année passée avec Le Point, Cluster 17 et Bimay Média, selon laquelle 49 des jeunes, 18-24 ans interrogés estiment que les réseaux sociaux ne garantissent pas une information libre et plurielle, alors même, vous l'avez dit, qu'il s'agit de très loin de leur principale entrée vers l'information. Quand on met en perspective ce paradoxe finalement de cette perte des repères,
traditionnels dont on a parlé, l'éditorial clairement identifié, un travail journalistique ancré dans une certaine forme de déontologie. Finalement, là encore, en tant qu'enseignant, en tant que formateur, en tant que parent aussi, comment on peut, quelle posture en tout cas et peut-être, quels repères nous-mêmes, doit-on se donner, pour accompagner justement, dans ce nouveau contexte, informationnel, nouveau s'il en est, ces publics? Alors c'est un enjeu majeur, comment on arrive à se faire confiance à soi-même et comment on arrive à faire confiance à son prochain avant de faire confiance à la machine. Et il y a des biais bien connus qui font que malheureusement, l'être humain a plutôt confiance dans sa machine. On a tous été confrontés à cela parce que dans un plan de recherche sur un célèbre moteur de recherche, on nous dit que la boutique du coin de la rue est ouverte, alors qu'au fond de soi-même, on sait très bien qu'elle est fermée, mais néanmoins, parce que c'est indiqué, on va aller le voir. Et donc ces biais cognitifs existent. Alors il y a des histoires, qui parfois peuvent nous faire rire parce que, le conducteur de la voiture a suivi, son plan, mordicus et s'est retrouvé au milieu d'une plage, perdu et il y avait plus de route, mais qui nous fait moins rire quand, l'eau, s'est élevée et a englouti, la voiture. Et donc, et il savait bien qu'il partait dans une voie sans issue. Et donc comment on arrive à regagner de la confiance finalement humaine, sur, ce qui reste après tout une machine et un outil et ça me paraît être le défi majeur, y compris en matière d'information. Et c'est pas parce qu'une information est sourcée, qu'elle est, véridique dans un moteur, de solution d'intelligence artificielle. C'est pas parce que vous demandez à DeepSeek, cette solution d'intelligence artificielle, chinoise, de vous dire quels sont, les événements de l'année 1984, que tout ce qu'elle vous sort est vrai et c'est pas parce qu'elle fait des références vers Le Figaro et Le Matin de Paris, qui était un grand quotidien de l'époque, que ça donne un crédit supplémentaire à l'information. C'est la preuve au passage qu'elle a aspiré ces contenus d'ailleurs pour y faire, référence. Mais on a cette, difficulté-là d'être finalement en de ne pas croire tout ce qu'on vous donne. Et si vous ne faites pas jouer votre intelligence, c'est que finalement, vous devenez vous-même, une solution, d'intelligence artificielle et à ce jeu-là, la machine aura toujours raison. Et donc, faites jouer votre propre intelligence et aucun risque qu'une machine vous dépasse. On a beaucoup parlé de pratiques informationnelles, de comment s'informer, quels repères se donner et donner pour cette information. Finalement, on l'a dit aussi, hein, le numérique permet d'informer, une audience, plus ou moins large. On peut donc parler de liberté d'expression aussi et finalement des enjeux causés par cette digitalisation de l'information, pour notre liberté d'expression. C'est un sujet sur lequel vous travaillez, à la Villa Numéris et du coup, j'ai envie de vous poser cette même question finalement. Comment accompagner, bah, finalement, ces publics jeunes et moins jeunes? On va s'intéresser en particulier aux jeunes, pour ce qui concerne Dima Media, mais dans l'exercice de cette liberté d'expression à l'heure du numérique. La liberté d'expression est un acquis fondamental, de nos démocraties, au point qu'on pourrait presque parfois, l'oublier comme celle d'entreprendre, comme celle, de bouger, et il faut bien voir que ce sont des libertés, précieuses et qui sont loin d'être partagées, sur, tous, les territoires de notre belle planète et qui méritent, d'y être attentifs. Le web est apparu comme finalement, une occasion unique de pouvoir prendre la parole et finalement, de s'exprimer, librement. Et il suffit, d'ouvrir n'importe quelle application et c'est parti. Et donc ça, c'est une chance, mais on a bien vu que cette parole débridée, en quelque sorte, pouvait, nourrir, des confrontations sous le coup des algorithmes et on y revient, qui ont exacerbé, les discussions au point parfois de s'enfermer, dans ses propres croyances ou dans ses propres convictions. Mais après tout, quand on a des amis, qu'on les retrouve, dans des soirées, ou au bar, ben, on va avec des amis avec qui on est en confiance
et pas nécessairement qu'avec des personnes dont on sait qu'on va se mettre dessus au bout de 3 minutes parce qu'elles sont insupportables et qu'elles ne pensent pas du tout comme nous. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on peut être confronté à cela et donc on a tendance à s'enfermer, d'où ce fameux phénomène de bulle cognitive qui nous pousse aussi, si on devait être un peu logique et s'en sortir, à regarder aussi ce qui se dit en dehors de notre propre système de pensée. Et on sait bien que suivre un tel ou un tel va peut-être un peu plus nous énerver qu'à l'accoutumée. Et ça va être une manière finalement de se jouer de l'algorithme qui a tendance à aller nous enfermer dans notre propre système de pensée parce qu'elle nous rassure en quelque sorte. Pour revenir à la liberté d'expression, donc il y a eu finalement euh, cette, euh, cet espace qui s'est ouvert d'un coup d'un seul avec néanmoins deux difficultés majeures, me semble-t-il. C'est qu'aujourd'hui, vous avez un porte-voix à des millions d'oreilles putatives qui pourront vous écouter et qui n'ont pas nécessairement la même notion de la liberté d'expression que vous-même. On l'a vu avec les dessins de presse, les figures de Mahomet. Quand vous faites un dessin de presse qui est acceptée dans une culture européenne et occidentale, elle ne l'est pas nécessairement dans d'autres cultures qui considèrent que c'est un blasphème, là où le blasphème n'existe plus sous nos cieux. Sauf que vous avez ce porte-voix mondial qui fait que ça met immédiatement en danger celui qui a émis le dessin, parce qu'il n'est pas compris de la même manière sur tous les espaces de notre planète. On le voit aujourd'hui avec le free speech américain. On est quand même avec un océan qui sépare nos deux continents qui s'espacent, puisque vous êtes d'un côté sur les États-Unis où globalement vous pouvez tout dire, et un continent, l'Europe, où vous pouvez tout penser, mais pas tout dire, parce que vous pouvez peut-être penser au fond de vous-même que le Deuxième Reich était parfait, mais vous ne pouvez pas le répéter parce que l'apologie du nazisme est interdite dans nos lois. Et donc effectivement, il y a cette difficulté de compréhension sur la base même de la manière dont la liberté d'expression est conçue et comprise en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Alors, moyennant quoi, vous vous retrouvez dans une difficulté d'application même de ces lois selon l'endroit où vous opérez quand vous êtes une grande plateforme comme peut l'être Meta, X, ex Twitter ou Instagram, ou que sais-je encore. Et donc, vous n'allez pas appliquer la modération de la même manière que vous soyez aux États-Unis ou en Europe. D'ailleurs, aux États-Unis, certaines ont dit qu'elles y renonçaient à la modération pour laisser la communauté elle-même s'organiser. Là où en Europe, vous avez une injonction publique de le faire, ne serait-ce qu'en Europe, parce que vous avez des règlements tels que le Digital Service Act qui enjoignent les plateformes d'être vigilantes dans la modération. Elles ont plutôt intérêt à l'aide vis-à-vis de leurs actionnaires, vis-à-vis des pouvoirs publics qui ont une capacité de sanction, et vis-à-vis de leurs annonceurs, parce qu'on sait bien que si votre réseau se transforme en torrent de boue, il y a peut-être moins d'annonceurs qui y viendront. Et donc elles se sont organisées aussi grâce là aussi à des algorithmes et des solutions d'intelligence artificielle pour filtrer, avoir un filtre technique qui permet de réguler un peu et de ne pas être envahi de tout et n'importe quoi. Je vais prendre un exemple. Si vous postez sur Facebook un message qui commence par espèce de, faut pas être grand clair pour deviner que ça va vite dégénérer. Et donc, il est tentant d'avoir un algorithme qui va vous mettre tout ça à la poubelle directement. On n'en parle plus. Alors, pas de chance, sur la centaine de messages qui commencent par espèce de, il y en a peut-être un qui émanait d'un maraîcher nantais qui voulait vanter son espèce de salade qui n'a jamais été aussi bonne. Et ce maraîcher va se retrouver à la poubelle, finalement, avec assez peu de voies de recours, et on imagine aisément qu'il ne va pas saisir le tribunal de Nantes pour aller se plaindre. Moyennant quoi, c'est son activité elle-même qui va se retrouver en difficulté. Et c'est là où effectivement il faut veiller à avoir une voie de recours humaine, parce que sans recours humain, vous n'avez pas d'acceptation sociale des algorithmes et des solutions d'intelligence artificielle. Prenez l'exemple de Parcoursup. On a l'impression que c'est la machine qui va décider de l'avenir de nos enfants. Rejet unanime. Alors
alors que c'est pas vrai. Mais néanmoins, on voit pas très bien comment on formule le recours et donc vous avez un rejet. En revanche, dès lors, que c'est expliqué, dès lors que c'est transparent, vous pouvez avoir, plus d'acceptation, sociale des données et je pense que ça marchera exactement, de la même manière en matière d'information, si tant est que vous vous donniez les moyens de l'expliquer. Parce que vous avez une difficulté majeure, c'est qu'aujourd'hui, le généré est d'aussi bonne qualité, que, l'original et le vérifié et de manière sournoise parfois. Aujourd'hui, vous avez des images générées, qui vont, pouvoir inscrire dans leur code, des métadonnées et y compris, la petite défaillance qu'il peut y avoir dans l'objectif de l'appareil photo qui aurait pu être celui qui a pris cette photo qui est pipée et générée. Mais, la plupart des humains et même des machines vont se faire avoir parce que tout le monde sait qu'il y a un petit défaut, dans, l'objectif de l'appareil photo qu'il aura prise et que le numéro de série correspondait bien au pays dans lequel ça a été pris, alors que tout est pipé. Donc aujourd'hui, ceux qui ont intérêt à attenter aux démocraties et à déverser du n'importe quoi sont dans ce niveau-là. Et donc, in fine, demain, vous pouvez exiger que tous les générateurs d'images marquent leurs images générées. Les entreprises qui ont pignon sur rue le feront, mais est-ce que Wagner, est-ce que le Hamas le feront? On sait bien que non. Et donc, le seul moyen de riposter, c'est de marquer le réel et d'avoir un vaste annuaire de tout ce qui paraît et de dire: «Oui, cette photo a bien été prise à tel moment, en telle année et elle n'a pas été, trafiquée, depuis» et pour ce faire, faut-il encore, l'avoir marquée de manière indélébile et infalsifiable pour pouvoir, être dans cette bataille, de l'information et c'est là où j'en reviens, sur la liberté d'expression parce qu'elle est intimement liée. La liberté d'expression, ne pourra être maintenue que si vous êtes dans un espace où vous pouvez respirer. C'est comme dans la rue, hein, si vous passez dans une rue où, chaque jour il y a de plus en plus de tags, de plus en plus d'ordures, ménagères qui jonchent le sol, il y a un moment où vous en détournez. Vous avez la liberté, d'aller vous y promener, mais, je connais assez peu de personnes qui l'accepteraient et donc, si vous êtes une municipalité, vous avez l'obligation finalement, de nettoyer en permanence vos rues et si vous êtes dans l'espace informationnel, vous avez l'obligation effectivement, de développer un espace dans lequel vous vous sentez encore assez à l'aise pour, justement, tenter d'aller détricoter le vrai du faux et d'avoir, quelque chose dans lequel vous savez que vous pouvez respirer parce que sinon vous en détournerez et si vous en détournez, bah, c'est, la liberté d'expression qui s'en trouvera, quelque peu, réduite et c'est en ça qu'il faut aussi, promouvoir le fait que la liberté d'expression, c'est pour les humains et que, les machines, bah, n'ont pas cette faculté de liberté d'expression, ça reste des machines. Je pense qu'on a déjà fait un tour d'horizon, un panorama, finalement assez profond, et assez large, de cette complexité, de ces enjeux, de cette digitalisation de l'information, de ce qu'elle amène. On a parlé, et je ne serai pas exhaustif, d'économie d'attention, d'algorithmes, de boucles de filtres. On a parlé des biais cognitifs, évidemment de désinformation, d'IA. On a parlé des sujets, culturels, les ayants droit, et cetera. Je vais pas pouvoir tout reprendre, j'y parviendrai pas. Pour autant, si on devait, à celles et ceux qui nous écoutent, leur proposer finalement dans l'année à venir, heu, un conseil, un message en tout cas à leur faire passer, dans le sens, finalement un objectif pédagogique à se donner, encore une fois, soit pour ses élèves, soit pour ses enfants, un objectif qu'on devrait se donner pour leur permettre, de faire face à l'immensité de ces enjeux qu'on vient de rapidement balayer. À mon sens, c'est vraiment prendre en main, les objets, les partager, les confier. On a une chance, tout le monde est à peu près au même niveau en réalité, donc tout le monde arrive en même temps, dans la prise en main, des solutions d'intelligence artificielle en permanence. Les progrès sont tels que la vérité d'aujourd'hui, ne sera plus celle, de dans 6 mois et donc à partir du moment où tout le monde est sur la même ligne de départ, il me semble, intéressant effectivement, d'y aller, tous ensemble
et de faire des tests. Je parlais de simulateurs d'algorithmes, effectivement, de prendre peut-être une classe et 10 élèves, de les mettre tous devant la même vidéo sur YouTube et de leur affecter chacun une mission et de les laisser prospérer dans une quête de l'information qui fait que très rapidement, chacun dans son coin va prendre un parcours dont on va vite se rendre compte que le point d'arrivée après peut-être 10 étapes et 10 clics en 1 heure ne sera plus exactement le même et chacun aura une perception un peu différente d'un fait pourtant intangible devant lequel ils auront été tous confrontés au point de départ. Et donc c'est aussi une bonne manière peut-être d'être confronté, j'allais dire, à la réalité, à la véracité, mais aussi à ces distorsions que la technologie effectivement permet dès lors qu'elle est aussi mise en main entre des personnes qui voudraient porter un tort à nos démocraties. Bah, un grand merci, c'était Merci Olivier, un honneur de vous recevoir. Je vous remercie. à bientôt.